Dans cette partie, nous allons passer en revue, pas en détail, mais en tout cas en autant de détails qu'on peut, la diversité des métabolismes chez les bactéries. Et donc, on peut voir sur le plan essentiellement les parties que nous allons développer. Euh, donc, dans cette partie de diversité métabolique, nous allons tout d'abord voir donc les bactéries phototrophes. On va donc voir les bactéries phototrophes qui ont une photosynthèse anoxygénique et qui fonctionnent en aérobiose, et les autres qui fonctionnent en anaérobiose. Et donc, troisièmement, les bactéries qui ont une photosynthèse oxygénique. Et puis, nous allons passer aussi en revue quelques chimiolithotrophes et quelques chimio-organotrophes. Alors, donc, diversité des métabolismes bactériens. Et nous allons donc, dans cette partie-là, donc, nous allons passer donc en revue les métabolismes bactériens les plus courants. On ne va pas les voir tous, donc il y en a beaucoup trop. Et nous allons commencer tout d'abord par les phototrophes. Donc les phototrophes. Alors donc dans les phototrophes, on distingue ceux qui fonctionnent, qui produisent de l'énergie avec une photosynthèse anoxygénique, et les autres qui donc utilisent la photosynthèse oxygénique, qui est donc, comme on l'a vu auparavant, celle qui est donc semblable à celle qu'on trouve chez les plantes que vous connaissez assez bien. Alors, donc nous allons commencer par les phototrophes anoxygéniques aérobie. Alors, je vous avais dit auparavant, donc il faut faire attention à la différence entre oxygénique, anoxygénique et aérobie, anaérobie. Donc, oxygénique, anoxygénique, ça veut dire est-ce que ça produit de l'oxygène lors donc, de la synthèse de l'énergie par donc, les pigments. Et dans ce cas-là, si l'oxygène est produit, l'eau est le donneur d'hydrogène et d'électrons. Si les bactéries n'utilisent pas l'eau comme donneur d'hydrogène et d'électrons, ils ne vont pas libérer de l'oxygène. Alors, aérobie, anaérobie, c'est est-ce que ces bactéries-là donc, peuvent être présentes, donc fonctionnent en présence d'oxygène, ou les fonctionnent plutôt en absence d'oxygène. Alors, pour donc, les phototrophes anoxygéniques aérobie, donc ça veut dire qu'ils font la photosynthèse anoxygénique et ils travaillent donc en présence d'oxygène, en aérobiose. Donc, la production d'énergie, c'est par photosynthèse anoxygénique. Donc, ici, le donneur d'hydrogène et d'électrons est différent de l'eau. Et pour ces bactéries, ça peut être
donc des molécules organiques dans ce cas-là. La plupart, c'est donc, pour ce groupe, c'est des molécules organiques. Donc, c'est un groupe qui est donc, en majorité photohétérotrophe. Parce qu'il utilise donc la matière organique comme source de carbone. Et donc, comme il n'utilise pas l'eau, il ne va pas produire donc, de l'oxygène. Donc, on les trouve dans... donc, c'est un groupe qu'on trouve dans l'eau, qui est donc aquatique. On les trouve aussi bien donc, dans la mer que dans les eaux douces, les rivières par exemple. Il y a plusieurs genres. Bon, si on veut donner quelques-uns, genre c'est Erythrobacter, Erythrobacter, Erythromonas, Roseobacter. Donc, ce qu'il faudra retenir de ce groupe-là, c'est que donc c'est surtout un groupe donc de bactéries qui donc utilisent la matière organique comme donneur d'hydrogène et d'électrons, ce qui fait qu'ils sont anoxygéniques, mais par contre, elles ont besoin d'oxygène. Elles donnent des couleurs généralement donc rose jusqu'à brune, orange, parce qu'ils contiennent donc des caroténoïdes. Donc, ils ont la chlorophylle plus les caroténoïdes, les carotènes. Ils sont généralement flagellés ou ciliés. Alors, à côté donc des bactéries phototrophes anoxygéniques aérobies, on trouve donc les bactéries phototrophes anoxygéniques anaérobies. Donc, ils sont anoxygéniques anaérobies. Ce sont donc des bactéries qui font donc toujours la photosynthèse anoxygénique. Donc, c'est-à-dire que l'accepteur d'hydrogène et d'électrons est différent de l'eau. Et il fonctionne en anaérobiose. Anaérobiose. Alors, dans ce groupe, on distingue donc les bactéries pourpres. Ce n'est pas vraiment des classes systématiques, mais donc c'est un groupe, donc le groupe des bactéries pourpres. Les bactéries, donc, groupe de bactéries pourpres. Alors, ces bactéries, donc, elles se distinguent donc par plusieurs caractéristiques, mais en particulier, donc, ils ont donc toujours des chlorophylles là aussi.
en particulier A et B, avec des carotènes qui peuvent avoir plusieurs couleurs. Donc, ils ont des couleurs qui varient entre le pourpre, le rouge, le brun et l'orange. Et on distingue à l'intérieur de ce groupe, on distingue les bactéries, ce qu'on appelle les bactéries pourpres non sulfureuses. Hein, on distingue donc les rhodospirillacées, les rhodospirillacées, qui sont les bactéries pourpres non sulfureuses. Les pourpres non sulfureuses, donc qui sont en majorité photo-hétérotrophes ou bien photo-organotrophes. Mais peuvent aussi utiliser le soufre ou les produits soufrés minéraux donc comme donneurs d'hydrogène et d'électrons. Alors là aussi, donc, on les trouve essentiellement donc, dans les eaux. Donc, on les trouve dans les eaux. Donc, c'est des bactéries aquatiques. Donc, pour les rhodospirillacées. L'autre groupe, ce sont les chromatiacées. Alors, les chromatiacées, ce sont les bactéries pourpres sulfureuses. Et ceux-là, ils sont en majorité, ce sont des photolithotrophes, utilisant le soufre ou les produits minéraux soufrés. Comme donneurs d'hydrogène ou d'électrons. Et ils ne sont capables de faire la photosynthèse qu'en absence totale de l'oxygène. Donc, en particulier, donc, ils utilisent H2S comme donneur d'hydrogène et d'électrons. C'est pour ça qu'on les appelle donc les bactéries du soufre. Donc, sulfureuses
mais ils peuvent aussi utiliser le soufre minéral, etc. Ils utilisent bien sûr le CO2 comme source de carbone. Parce que donc, ils sont complètement autotrophes. Alors, à côté donc des bactéries des bactéries pourpres, donc on a les bactéries phototrophes vertes. Et là, donc, à la différence de ce qu'on a vu tout à l'heure, ici, on a la chlorophylle, donc pas A et B, mais C et D. C ou D, avec très peu de chlorophylle A. Donc les cultures en général sont donc cultures vertes ou brunes. Et là aussi, on distingue deux groupes, les chlorobiacées, donc les chlorobiacées, ce sont les bactéries vertes sulfureuses, bactéries vertes sulfureuses. Ils sont anaérobies strictes pratiquement. C'est-à-dire donc on va y revenir sur cette notion, mais ça veut dire qu'ils ne fonctionnent qu'en absence d'oxygène. Et donc, ils utilisent H2S comme donneur d'hydrogène et d'électrons. D'hydrogène et d'électrons. Et le CO2 comme source de carbone. Un des peut-être des genres les plus connus, c'est Chlorobium. Les mieux connus, donc, c'est Chlorobium. Donc, il ne faut pas oublier donc, que ce sont c'est des photos autotrophes ou des photos lithotrophes, donc qui sont pratiquement pas capables de se développer en absence de lumière. Alors le dernier groupe donc de bactéries anoxygéniques, c'est les chloroflexacées. Chloroflexacées. Ce sont des bactéries vertes non sulfureuses. Et en majorité, ils sont
chimio-organotrophe, pardon, photo-organotrophe, c'est-à-dire qu'ils utilisent la matière organique comme donneur d'hydrogène et d'électrons et aussi comme source de carbone. On les trouve souvent, donc il y a plusieurs genres qu'on trouve souvent au niveau des sources chaudes, des sources volcaniques chaudes. Donc des bactéries qui résistent à de très haute température. Donc, ils sont capables, donc ils sont en majorité des chimio-organotropes, mais ils sont capables d'utiliser H2S comme donneur d'hydrogène et d'électrons. Donc, si vous voulez, ils sont assez flexibles. Donc, en fonction de ce qu'ils ont dans le milieu, s'ils trouvent la matière organique, ils vont être plutôt organotropes. Si par contre, ils ne trouvent pas donc, de matière organique, et en particulier au niveau donc, des sources chaudes, il n'y a pas de matière organique, il y a essentiellement beaucoup de H2S. Donc, c'est ce qui fait qu'ils se développent, donc ils utilisent H2S comme donneur d'hydrogène et d'électrons et le CO2 comme source de carbone. Alors, donc, on arrive aux bactéries oxygéniques. Donc, ce sont des prototrophes oxygéniques. Alors, on va être très rapide ici. Essentiellement, donc, c'est les cyanobactéries. Ce sont les bactéries bleu-vertes. Ils sont donc des photolithotrophes. Et en plus, capables de fixer le CO2 et l'azote atmosphérique. L'azote atmosphérique. Donc on pense qu'ils font partie donc des organismes les plus anciens et on pense que donc ce sont des formes primordiales qui ont donné donc d'autres formes plus développées. Bon, il y a plusieurs exemples. Je vous donnerai simplement donc un exemple que vous allez retrouver en spiruline, donc ou spirulina, donc spiruline, qui est donc une algue qui est utilisée comme comme un additif alimentaire qui est très riche en protéines. Il faut savoir que donc en fait la spiruline, ça peut aller jusqu'à 60% de protéines. Bon, il y a une discussion sur la qualité de ces protéines, mais bon, c'est quand même donc 60% de protéines. Et ça apporte aussi un tas d'éléments traces qui sont très importants. Donc, les éléments traces, en particulier le sélénium, donc le fer, etc. Alors, à côté des cyanobactéries, une autre forme qui est très peu étudiée, donc ce sont les prochlorophytes.
prochlorophytes. Alors ceux-là, on les a découverts, donc ils constituent une grande partie du phytoplancton. C'est que les baleines se nourrissent essentiellement donc du phytoplancton. Et dans le phytoplancton, il n'y a pas que les bactéries, il y a des algues, il y a aussi quelques animaux aussi de petite taille, comme des petites crevettes, donc se nourrissent de phytoplancton. Donc, ceux-là, ils sont bleu-vertes, celles-là, ils sont plutôt vertes. Donc, ils sont plutôt donc, vertes sans qu'il y ait donc ce bleu, cette tendance vers le bleu n'existe pas chez les prochlorophytes. Après avoir donc passé en revue les différents métabolismes qu'on trouve chez les phototrophes, on va donc maintenant adresser notre attention aux chimiotrophes. Alors donc, les chimiotrophes, donc ils tirent leur énergie à partir de l'oxydation d'un donneur d'hydrogène et d'électrons, qui est donc un composé chimique, généralement donc un composé chimique réduit. Il ne faut pas oublier donc que plus une molécule est réduite, plus c'est réduit, plus on a de l'énergie. Alors, donc, selon la nature du donneur, on distingue les chimiolithotrophes. On rappelle que donc lithos, ça veut dire minéral. Donc le donneur d'hydrogène et d'électrons est minéral. Et les chimio-organotrophes, avec un donneur d'hydrogène et d'électrons qui est organique. Alors si maintenant donc on passe d'abord en revue donc les chimiolithotrophes. Alors les chimiolithotrophes, donc le donneur d'hydrogène et d'électrons est une molécule minérale. Alors il y a plusieurs possibilités et nous allons voir donc ce que vous risquez de voir le plus. Donc, alors si donc l'une des molécules les plus riches en énergie, c'est bien sûr l'hydrogène. Donc, et on va d'abord voir donc l'oxydation de l'hydrogène. Par les bactéries de l'hydrogène.
Alors, ces bactéries-là, ils vont donc utiliser l'hydrogène en présence d'oxygène et ils vont donc former de l'eau, mais en même temps, ils vont donc former de l'hydrogène, pardon, donc de l'énergie, et ça va donner, donc on a fait les calculs auparavant, à peu près 237 kilojoules. La réaction donc va permettre de libérer, et là on transfère 2 électrons. D'accord? Donc on transfère 2 électrons, puisque donc ici, les deux hydrogènes sont donc plus 1, et l'oxygène, il est moins 2 dans l'eau. Et donc là, on part de 0. Ici, on part de 0. Donc, on a donc... alors, les bactéries d'hydrogène, donc... alors, les bactéries donc, de l'hydrogène, il y a plusieurs exemples. Peut-être l'exemple le plus parlant, c'est les bactéries des fonds marins, au niveau des volcans sous-marins où on a arrivé en continu de gaz qui contiennent de l'hydrogène et aussi H2S, donc sulfure d'hydrogène. On va y revenir tout à l'heure quand on parlera donc, parce que c'est possible donc d'utiliser H2S aussi comme source de carbone, comme source, pardon, comme donneur d'hydrogène et d'électrons. Il y a plusieurs genres, donc plusieurs genres bactériens. Je vous citerai donc Ralstonia, risquez peut-être d'en entendre parler, et Caminibacter. Alors, on parle aussi donc les bactéries de l'hydrogène, les bactéries oxydatrices d'hydrogène sont aussi appelées un terme allemand, NAL, gaz, donc bactérie. Nalgas bactérie, donc c'est un S et non pas un Z. Ici, Nalgas, donc qui veut dire en fait en allemand, donc un mélange donc oxygène, hydrogène. Alors c'est un mélange qui n'est donc en principe c'est un mélange qui est explosif. Mélange explosif. Mais il faut savoir que il y a très peu d'oxygène. Il y a vraiment très peu d'oxygène pour permettre donc permettre une explosion. Donc il y a de l'oxygène parce que donc ces bactéries ont besoin de l'oxygène pour le transfert d'électrons, mais il est donc à des quantités très faibles. Donc voilà pour les bactéries, donc l'oxydation de l'hydrogène. Alors, oxydation
des produits soufrés, en particulier donc H2S ou le soufre. Donc là aussi, il y a plusieurs bactéries qui font ça. Bon, je vous donnerai quelques exemples. Donc, Thiobacillus, par exemple, entre autres. Donc, Thiobacillus. Et la réaction, donc, elle peut, donc, H2S, on peut donc l'arrêter donc au niveau du soufre, mais si on fait donc la réaction totale donc vers le sulfate, qui est donc la molécule soufrée la plus oxydée. Donc ici, on a le soufre moins 2, ici, le soufre est à plus 6. Donc on a transféré 8 électrons. Et donc, là aussi, il y a de l'oxygène. Donc de l'oxygène. Et ça donne donc les sulfates plus de JAS+. Donc on a besoin donc de 2 oxygènes. Deux oxygènes, donc ça fait SO4. Bon, la réaction généralement donc elle est écrite en deux temps. Donc H2S plus un demi de oxygène pour donner donc du soufre plus de l'eau. Et puis après le soufre donc plus 3 demi oxygène plus de l'eau va donner donc des sulfates plus de protons. Alors l'eau va être simplifiée. Donc si on rajoute les 2 oxygènes, ça fait donc le soufre aussi va être simplifié. Si on rajoute donc, ça va nous donner la réaction qu'on a en haut. Alors cette réaction, elle va donner donc un delta G. Un delta G0 de moins 796 kJ. C'est la première, elle va donner donc moins 209 kJ et la deuxième donne moins 587 kJ. Comme pour les bactéries de l'hydrogène, donc comme pour les bactéries de l'hydrogène, bactéries de l'hydrogène, on trouve des bactéries oxydatrices de soufre dans les fonds marins où il y a donc de l'activité volcanique avec donc libération de gaz, entre autres. On peut les trouver aussi dans les lacs, donc dans les lacs et même donc dans les océans. Il faut donc juste qu'il y ait donc de l'hydrogène sulfuré donc pour que ces bactéries-là puissent se développer.
Alors donc, autre exemple donc de métabolisme, c'est toujours des chimiolithotrophes, c'est l'oxydation des produits de l'azote. Donc, c'est des bactéries nitrifiantes alors nitrifiantes parce que donc ici on va partir essentiellement donc de l'ion ammonium, donc de l'ammonium, et on va faire donc des nitrates. Alors la réaction donc a lieu en deux étapes. Donc on a NH4 plus qui va donner d'abord des nitrites, donc un moins nitrite, plus de l'eau, plus 2H+. Et là, on a donc 3,5 oxygène. On a besoin de 3 atomes d'oxygène. Alors ici, on passe donc d'un azote. On passe donc d'un azote qui est donc à -3, pardon. -3 à un azote qui est à +3. Donc, on a 6 électrons qu'on échange. Et le delta G0 de cette réaction est égal à moins 274,75 kJ à peu près. Alors, l'autre étape donc, de cette réaction, c'est les nitrates, donc à leur tour, peuvent être transformés en nitrites. Donc, on a besoin pour cela juste d'un demi-oxygène. Donc, et on va passer de +3 ici à +5. Donc, à +5. Donc, on transfère 2 électrons. Et le delta G0 pour cette réaction, comme vous pouvez le constater, il est donc à peu près 74 kJ. Alors, les bactéries nitrifiantes, on les trouve un peu partout. On les trouve dans les milieux aquatiques. On les trouve aussi dans le sol. Il y a plusieurs exemples. Nitrosomonas, par exemple. Nitrosomonas et Nitrobacter, qui sont donc des bactéries qui sont capables donc de faire donc d'oxyder donc des produits azotés. Alors, dernier exemple qu'on va voir, ce sont les bactéries oxydant le fer. En particulier donc Aciditiobacillus peroxidans. Ce sont des bactéries là qui sont donc en partie responsables de la rouille du fer, parce que donc ils vont prendre du fer qui est 2+, ils vont le transformer en fer ferrique, donc c'est le fer ferreux, ils vont le transformer en fer ferrique et on transfère ici un électron en présence bien sûr d'acide, donc c'est des bactéries qui fonctionnent dans des milieux acides, plus un
donc un quart oxygène plus un demi H2O. Si vous n'avez pas à avoir l'équart et le demi, vous pouvez multiplier par 2, ça vous donnera des chiffres peut-être un peu plus dont vous êtes plus habitué, mais donc ça reste toujours le même. Alors delta G0 est très faible, c'est juste donc moins à peu près moins 33 kJ, moins 33 kJ. Donc, toutes ces bactéries sont autotrophes, c'est-à-dire qu'ils utilisent ils utilisent le CO2 comme source de carbone. Donc, ils fixent le CO2 de l'atmosphère pour produire donc de la matière organique. Voilà donc quelques exemples de bactéries donc chimio-lithotrophes. On arrive donc aux bactéries chimio-organotrophes. Alors, la majorité de ce que vous connaissez aujourd'hui, je pense que ce sont des chimio-organotrophes. Escherichia coli, Staphylococcus, donc, etc., etc. Donc, toutes ces espèces-là que vous connaissez, ce sont des chimio-organotrophes. Donc, on va rappeler d'abord donc les chimio-organotrophes. Sont donc les bactéries qui utilisent la matière organique ou une molécule organique si vous préférez comme donneur d'hydrogène et d'électrons. En fait, ils dégradent, donc ces bactéries, elles dégradent la matière organique et dans la majorité des cas, ça va jusqu'à donc la dégradation en CO2 plus H2O. Donc en fait, ils recyclent la matière organique, on recycle la matière organique, enfin, ils recyclent donc la matière minérale pour les bactéries et les plantes qui peuvent l'utiliser. Donc, ils ont un rôle très important dans la nature. Ce sont donc des recycleurs donc, de la matière organique. Alors, avant d'aller plus loin, on va juste rappeler donc ce que vous avez certainement appris, peut-être pas pour les bactéries, mais pour les eucaryotes. Donc, quand on a une molécule organique, bon, on va supposer que donc, on va donner un exemple, le glucose. C'est l'exemple le plus simple. Donc, lorsque le glucose rentre dans la cellule, pour une bactérie aérobie, la première étape, c'est la glycolyse. Donc, la glycolyse, on l'a vu la dernière fois, donc ça va vous donner de pyruvate. Donc, les pyruvates, après, donc c'est l'acétyl-CoA et vous rentrez dans le cycle de Krebs. Donc, le citrate, le kétoglutarate, le fumarate quelque part ici, le succinate, etc. Donc, on n'est pas là pour... Donc, ça, c'est le cycle de Krebs. Et après, vous allez donc prendre les NAD, donc
les NAD et les FAD qui ont été synthétisés ici. Donc NAD, H et DH2 et FADH2 qui ont été synthétisés, ils vont être repris par la chaîne d'oxydation ou de phosphorylation respiratoire. Donc, chez les cellules eucaryotes, on vous a dit quelle est donc les mitochondries. Ici, elle est située au niveau de la membrane, donc pour les bactéries. Et donc là, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, vous avez donc ici les flavines mononucléotides. Après, c'est les flavines dinucléotides, les quinones, les protéines fer, soufre, et puis les cytochromes. Donc, vous avez ici des transferts donc d'électrons et de protons qui va vous permettre là aussi de faire la synthèse. Et donc, en aérobiose, on vous a dit donc que certains cytochromes vont transférer donc les électrons sur l'oxygène, plus donc 2H+, et ça va donner de l'eau. Donc ici, l'oxygène, c'est l'accepteur final. Donc ça, c'est pour le cas d'une respiration aérobie. N'oubliez pas donc que je vous avais dit que, en fait, bon, ici, tout ce que vous avez ici, ce qui se passe ici et ici, ce sont des phosphorylations au niveau du substrat. Et à ce niveau-là, c'est une phosphorylation oxydative. Phosphorylation oxydative. Et donc, rappelez-vous que je vous avais dit aussi que donc, la phosphorylation au niveau du substrat, ça revient en fait à une fermentation. Alors, donc, les chimio-organotrophes peuvent assurer donc la respiration anaérobie, la respiration aérobie, telle qu'on vient de le voir. Ils peuvent faire aussi de la respiration anaérobie, et certaines s'arrêtent simplement à la fermentation. Alors, nous n'allons pas voir donc la respiration aérobie, c'est quelque chose que vous avez vu auparavant. Par contre, on va s'arrêter un petit peu sur donc les chimio, on va s'arrêter sur les chimio-organotrophes à respiration anaérobie. Alors, quelles sont les possibilités donc de cette respiration anaérobie? Alors, donc, on l'a défini auparavant, la respiration anaérobie. Pardon. Donc, la respiration anaérobie
c'est lorsque on a de la phosphorylation oxydative au niveau donc de la chaîne d'oxydation cellulaire, la phosphorylation oxydative, mais l'accepteur final n'est pas l'oxygène. C'est une autre molécule. Alors donc, nous allons voir d'abord, donc le premier exemple, c'est la respiration CO2, ce qu'on appelle aussi la respiration carbonate. Alors, elle a lieu donc chez les bactéries acétogènes et chez les bactéries méthanogènes. On va donc voir peut-être le cas donc des méthanogènes. Donc, on a du CO2 qui va accepter les électrons et les protons et il va être transformé en méthane. Donc, donc il faut un peu d'eau. Donc, plus 8H+, plus 8 électrons. Donc, ça donnera CH4 plus 2 H2O. Donc, ça fait les 8 hydrogènes et on compte. Donc, on a donc un transfert de 8 électrons et 8 hydrogènes. Et généralement, donc, c'est une réaction qui est combinée avec la réaction d'oxydation de l'hydrogène, qui, elle, va donner de l'énergie. Donc, respiration CO2. Une autre respiration qui est très importante et qu'on rencontre surtout dans les lacs, c'est la respiration sulfate. Alors, la respiration sulfate, donc, elle est réalisée par plusieurs groupes, pas par un seul groupe, elle est par vraiment beaucoup de groupes. Et donc, en fait, on transfère les électrons sur donc le sulfate et on le transforme en soufre ou bien en H2S carrément. Donc, on a ici, donc, le soufre ici, il est à plus 6 et il passe ici à moins 2. Donc, il faudrait qu'il y ait donc 8 électrons, plus donc 8 électrons, plus 6H+, donc ça va donner H2S, plus 4H2O. Donc on a 8 hydrogènes, donc ça fait 10 hydrogènes. Ouais. Donc il faut qu'il y ait 10 hydrogènes. Donc, parce qu'on a 8 électrons plus les deux signes négatifs ici, donc ça fait 10. Donc la réaction, elle est maintenant équilibrée. Donc ici, on passe de plus 6 à moins 2, donc plus 8 électrons. Donc ça fait le nombre donc de charges négatives, ça fait ici donc moins 8, moins 2. Donc il faut 10 protons. Et donc là aussi, c'est très souvent donc combiné avec, avec les réactions d'oxydation, par exemple, de la matière organique, le glucose, par exemple, ou autre. C'est une réduction qu'on trouve chez beaucoup de bactéries. Une autre respiration qui est importante aussi, c'est la respiration nitrate. On trouve là aussi chez pas mal de groupes bactériens, y compris chez Escherichia coli d'ailleurs. Donc, et là, donc, ce sont les bactéries donc, qui font de la dénitrification.
nous verrons quelques exemples donc dans quelques exercices. On prendra donc le nitrate, on va le transformer en nitrite, plus donc un demi de O2. Voilà. Et donc en fait ici on transfère, donc on a ici 5 plus, on passe donc de plus 5 à plus 3, donc on a 2 électrons qu'on a transférés ici. On peut rajouter des hydrogènes si on veut, donc ça fait plus H2 ici, 2H plus ici, et ça va faire H2NO2 par exemple ici. Donc ça va permettre donc d'équilibrer la réaction. C'est donc cette réaction fait partie des réactions des bactéries dénitrifiantes et dénitrifiantes. Et les bactéries dénitrifiantes, donc ça peut aller, donc ça peut prendre donc le nitrate et ça peut donc le transformer à NO2-, puis à NO. Donc NO, et puis N2O, et puis jusqu'à N2 qui est l'azote atmosphérique. Et c'est une réaction très importante, par exemple, pour le traitement donc des eaux riches en nitrate, comme par exemple les déchets, en particulier les déchets agricoles, sont très riches en nitrate, puisque donc il y a beaucoup de matière fécale donc des animaux qui sont très riches en matière organique et en particulier donc en protéines. Et après donc ça donne des nitrates, ça donne donc une pollution nitrate. Donc voilà, je pense que c'est les trois dont je voulais vous parler, mais c'est donc il y a plusieurs possibilités. Il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres possibilités, y compris des respirations aérobie, anaérobie, du fumarate par exemple. Donc le fumarate est utilisé comme accepteur d'électrons. On peut aussi avoir donc le fer. Donc dans ce cas-là, c'est le fer 3+ qui va donc accepter un électron. Et il y en a d'autres. Donc ce qu'il faut garder, c'est que donc en fait, on parle ici donc on parle d'utilisation dissimulative.
Parce qu'il y a aussi, donc, par exemple, le nitrate, donc, dissimulative donc, de ces produits. Donc, le troisième volet donc, de cette diversité de métabolisme chez les chimio-organotrophes, ce sont les fermentations. Alors, je vous rappelle que donc, la fermentation, c'est le métabolisme énergétique qui produit de l'énergie à partir d'une molécule organique qui est utilisée comme donneur d'hydrogène et d'électrons et qui va générer l'accepteur final qui va générer donc l'accepteur final. L'accepteur final résulte de la transformation du donneur d'hydrogène et d'électrons, du donneur d'hydrogène et d'électrons. Il est donc endogène, c'est-à-dire qu'il donc est d'électrons, il est donc intracellulaire. Donc, on n'a pas besoin d'un accepteur d'hydrogène et d'électrons externe à la cellule. Et la fermentation utilise la phosphorylation au niveau du substrat, comme pour la glycolyse. Donc ici, donc on va avoir les fermentations vont donc on va commencer donc par une molécule organique. Un exemple, c'est peut-être le plus simple, c'est toujours le glucose. Alors par la glycolyse, donc le glucose va donner 2 pyruvates. Et après, ce qui va se passer pour ces pyruvates, c'est vraiment ce qui va différencier les différentes fermentations. Et il y en a plusieurs fermentations. Peut-être la plus simple, c'est la fermentation lactique. Donc là, c'est là où on va avoir les fermentations. Donc, ce qui va se passer après au niveau pour ce pyruvate. Donc, on va voir donc la fermentation lactique. Et on va voir la fermentation homolactique, c'est-à-dire que on a seul le lactate qui est produit. Donc, dans ce cas-là, on a C6H12O6 qui va donner bien sûr les pyruvates, mais qui va donc donner C3H6O3 qui est le lactate. Donc, 2 lactates va donner 2 lactates. Et ça, c'est donc une réaction
qui est réalisé par des Streptococcus thermophilus, dont par exemple le yaourt. Et vous pouvez voir que donc il n'y a pas de production de CO2. C'est pour ça que donc les pots de yaourt ne sont pas normalement gonflés, parce que donc il n'y a pas de production de gaz, puisque donc il n'y a que le lactate qui est produit. Donc Streptococcus et certaines d'autres lactobacillus aussi qui peuvent faire ça. On peut avoir donc une modification donc, qui est l'hétérolactique, la fermentation hétérolactique. Pardon. Fermentation hétérolactique. Alors, dans la fermentation hétérolactique, on commence toujours par C6H12O6. Mais cette fois-ci, on a du lactate plus de l'éthanol plus du CO2. Bon, au lieu de mettre lactate, on va dire acide lactique. Comme ça, on simplifie un peu la formule. Donc, acide lactique. Donc, ici, on a en plus de l'acide lactique, de l'éthanol et du CO2. Et ça, c'est une réaction qui est donc assurée par plusieurs lactobacillus, par le Conostoc. Je pense que c'est une bactérie qu'on a mentionnée après, qu'on trouve dans le ben, dans la fermentation non thermophile. Donc, certains lactobacillus, ça dépend donc des espèces de lactobacillus. Certaines sont homolactiques, d'autres sont hétérolactiques. Autre fermentation, c'est la fermentation alcoolique. Donc ici, on a toujours le glucose, C6H12O6, qui va donner donc de l'éthanol. Donc de l'éthanol, 2 molécules d'éthanol, plus de CO2. Donc l'éthanol, c'est CH3, CH2OH, ou bien C2H5O. Donc ça, c'est l'éthanol. Et il y a plusieurs bactéries qui font ça, en particulier donc Zymomonas. Bien sûr, vous connaissez les levures, donc Saccharomyces, les levures aussi, en particulier donc Saccharomyces. Cerevisiae. La fermentation alcoolique. Et donc, dans la fermentation alcoolique, il y a production de CO2. Donc, il y a aussi la fermentation propionique. Donc, ici, on a du glucose. Et ça va donner, donc, la propionique va donner donc 2 propionates, 2 acides propioniques, plus l'acide acétique, plus du CO2, plus de l'eau. Alors, c'est une fermentation qui est très importante pour la production
du fromage suisse, ce qu'on appelle le fromage suisse ou bien la gruyère. Gruyère, ce sont les fromages dans lesquels il y a des trous. Et en fait, les trous, c'est essentiellement donc fromage à trous. C'est essentiellement parce qu'il y a du CO2 qui, donc c'est un peu comme le pain, on a du CO2 qui va partir et qui va laisser des trous dans le fromage. Et aussi le goût donc du fromage suisse, si vous le connaissez, c'est vraiment le propionate, l'acide propionique qui est dominant dans le goût donc donc dans le goût du fromage suisse. Il y a donc la fermentation butanol. C'est une fermentation qui est très importante parce qu'elle donne fermentation butanol. Alors, on a deux exoses de sucre donc, qui vont donner du butanol, qui est un alcool, qui vont donner aussi de l'acétone. Donc, le butanol et l'acétone, ce sont des solvants organiques, plus donc 5 CO2, plus 4. Donc, c'est des hydrogènes aussi qui sont produits. Et c'est une réaction qui est très importante parce que donc on a vraiment production de beaucoup de choses. Il y a des modifications qui ont été faites sur cette espèce qui est donc le Clostridium acetobutylicum. Clostridium acetobutylicum. Une réaction qui donne donc, ces deux-là, ce sont des solvants organiques. Et l'hydrogène est aujourd'hui considéré comme une source d'énergie importante. Donc, une source d'énergie propre. Enfin, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bon, c'est ce que donc, les gens réclament. Donc, que l'hydrogène, donc, par rapport au pétrole, donc c'est un... Alors, la dernière fermentation dont je voudrais parler, c'est la fermentation acide mixte. Fermentation acide mixte. C'est une fermentation qui a lieu chez Escherichia coli, qui a lieu donc surtout chez les bactéries. Donc, si vous avez fait l'identification des bactéries entériques, en particulier Escherichia coli, et ça produit donc un mélange d'acides. En fait, bon, on a donc le glucose, par exemple, et à partir du glucose, on a de l'éthanol, on a le 2,3-butanediol, qui est donc, il y a une réaction qui est utilisée pour le voir. Il y a du succinate, ou l'acide succinique, donc de l'acide succinique. Du lactate, de l'acide lactique, de l'acide acétique et de l'acide formique, en plus bien sûr d'hydrogène et de CO2. Donc, mais c'est variable. Donc, les pourcentages des produits sont variables selon les espèces bactériennes. Et donc, ça peut apparaître chez Escherichia coli, chez Klebsiella, donc chez Enterobacter, des bactéries donc, que vous risquez de voir, donc, sont les entérobactéries. Voilà donc ce que je voulais qu'on revoie ensemble donc, sur la diversité des métabolismes énergétiques et en particulier donc, chez les différents groupes. Et on fera quelques exercices donc, la prochaine séance donc, pour illustrer un petit peu ces différents métabolismes.